à tous, mesdames, monsieur le modérateur. Je remercie infiniment le comité de la SAR de m'avoir confié ce sujet. Et effectivement, on a parlé, si on faisait trop de médicaments dans l'anesthésie, j'ai envie de dire hypnotique, antalgique systémique, etc. Donc là, on va parler maintenant, est-ce qu'on ne fait pas assez d'adjuvants en ALR? Alors je vous réponds tout de suite, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire au moins, c'est de voir qu'est-ce que la littérature nous dit sur ces adjuvants qu'on peut et, à mon sens, qu'on doit utiliser quand on fait une ALR. Alors, pour recontextualiser un petit peu les choses, je vous rappelle que la ALR fait partie finalement du management qu'on a de la douleur. Maintenant, c'est assez consensuel, qui est un management multimodal dans lequel on va vouloir associer des molécules pour avoir des effets complémentaires. Donc, c'est des mécanismes d'action qui vont être différents, et puis aussi des voies d'administration qui vont être différentes, et c'est là où l'ALR prend tout son sens. Bien évidemment, l'objectif, c'est d'améliorer la prise en charge de la douleur, tout en limitant les effets adverses de chaque molécule. Alors, on parle d'ALR, on parle d'anesthésique locale, les agents anesthésiques locaux. Vous savez très bien qu'on va bloquer de façon réversible la propagation des potentiels d'action par interaction directe avec un anneau sodique. Utiliser un adjuvant, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver une molécule qui va être capable d'avoir une action complémentaire des anesthésiques locaux, vous l'avez compris, soit par un mécanisme d'action qui est différent, soit par des propriétés pharmacodynamiques qui vont permettre de modifier celles des agents anesthésiques locaux, et le tout bien évidemment sans induire d'effets secondaires, sans augmenter les effets secondaires des agents anesthésiques locaux, et donc avec une sécurité globale acceptable. Les médicaments les plus toxiques dans la LR, ça reste les agents anesthésiques locaux. Même si on va voir après que le reste, on ne sait pas trop, ils sont quand même assez toxiques. Alors, on a effectivement un problème, c'est qu'on utilise maintenant, on a cette grande chance-là tout de même, il ne faut pas l'oublier, d'avoir des agents qui sont de longue durée d'action. Je pense bien évidemment aux agents comme la bupivacaïne et les autres agents lévogir. Mais globalement, même si on a une durée d'action qui peut monter parfois jusqu'à 12 heures, ça c'est encore très théorique, eh bien nous on a des douleurs post-opératoires, notamment lorsqu'on a des chirurgies qui sont modérées ou majeures, qui vont aller jusqu'à 48-72 heures post-opératoires qu'on ne couvrira pas avec nos agents anesthésiques locaux, y compris ceux qui sont de longue durée d'action. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Augmenter les doses d'AL. Clairement, en pédiatrie, on sait qu'on a une marge thérapeutique qui est extrêmement étroite. La seule chose qu'on va faire, c'est probablement augmenter la toxicité systémique, c'est le plus grave. La toxicité locale, même si on n'en parle pas assez à mon goût, elle est clairement importante avec les agents anesthésiques locaux. Bien évidemment, si on respecte les doses, on est dans les clous. Donc ça, a priori, pas franchement, on est déjà bien. Les nouvelles molécules, on les attend. Il y a plein de recherches. Je vous ferai une dernière diapo pour vous en parler un petit peu, mais on n'y est pas encore pour l'instant. Donc finalement, ce qui nous reste pour prolonger la durée d'action de nos agents anesthésiques locaux, eh bien, c'est ou l'utilisation de débit continu et de cathé d'ALR, ou alors l'utilisation d'adjuvants. Et donc, on va parler de ces adjuvants. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait avoir pour avoir l'adjuvant idéal? C'est celui qui va nous permettre de renforcer l'effet de l'AL, on l'a dit, limiter les effets secondaires et peut-être même permettre de diminuer les doses d'agents anesthésiques locaux, le tout, bien sûr, vous l'avez compris, dans le but de prolonger l'anesthésie. C'est quoi la durée d'allongement qu'on aimerait avoir? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Certains experts parlent de 20 à 50%, d'autres disent que déjà, si on peut gagner 2 heures, on est content. Je vous laisse répondre à cette question, si vous avez un avis. Alors, le cahier des charges, au-delà de ça, au-delà de remplir ces conditions-là, qui est d'allonger la durée sans induire d'effets secondaires adverses, eh bien, ce qui serait bien quand même, c'est qu'on puisse avoir des données qui nous disent que c'est efficace. Et pour ça, il faut avoir de la data. Et puis, de la data en pédiatrique, c'est difficile parce que on a souvent des effectifs qui sont faibles et donc on est le plus souvent obligé de recourir à des méta-analyses pour avoir un pool de données qui soit quand même interprétable. Deuxième chose qui serait bien, c'est qu'on comprenne un petit peu ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on comprenne comment le médicament qu'on va mettre en adjuvant, il a un gain sur la douleur. Et là, vous allez voir que c'est assez rigolo quand même quand on regarde les explications qui sont envisagées. Bien évidemment, le profil sécuritaire, j'en ai déjà parlé beaucoup. Et puis aussi, quelque chose qui est important, c'est que les conservateurs, pour le coup, ça, on le sait, eux, ils sont très toxiques. Donc, il faut qu'on ait des médicaments qui soient disponibles sans conservateur. Et ce n'est pas forcément le cas de tous les médicaments. Alors j'espère que la suite ne fera pas trop catalogue, mais j'ai trouvé quand même intéressant de savoir de quoi on parlait. Il y a un grand nombre d'adjuvants qui ont été
tenter, utiliser, imaginer pour l'anesthésie locorégionale, dont le tramadol, le magnésium, la hyaluronique, la néostigmine, la kétamine, l'imidazolam, j'en passe. Ça fait toujours un petit peu sourire parce que c'est des choses qui, je pense, nous n'avons pas en pratique. J'ai envie de dire, j'espère qu'on ne les a pas en pratique parce que clairement, les données sur ces médicaments sont extrêmement anecdotiques, voire même très farfelues. Au demeurant, il y en a qu'on connaît bien et qu'on utilise. J'ai mis celui-ci au milieu. Vous savez très bien pourquoi je l'ai mis au milieu. On en reparlera en fin de topo. Et puis, il y a ceux qu'on utilise et qu'on utilise a fortiori dans pratiquement toutes les ALR, mais encore faut-il savoir quels sont les recos et quelles sont les données. Est-ce que je suis efficace? Est-ce que je suis sécuritaire? L'adrénaline, j'en dis un petit mot, c'est le premier adjuvant qui a été utilisé en ALR en co-administration. Donc on est vraiment sur la voie ou neuroaxiale ou périneurale. Alors, est-ce que ça prolonge la durée du bloc? Oui, mais pas avec les AL de longue durée. Donc on oublie tout de suite, l'adrénaline ne va pas nous aider à augmenter la durée d'action de la bupi ou de la ropivacaïne. Par contre, avec la lido, vous le savez, ça va prolonger la durée. On s'en sert aussi, même si c'est de moins en moins d'actualité, pour faire les doses tests. Et je sais que c'est complètement hors propos, mais c'était juste une façon de vous rappeler que la dose max d'adré, quand on fait des doses tests, c'est 5 gamma par ml, 0,1 ml/kg, et que même les recos tendraient à descendre ça à 0,25 gamma par ml avec la même quantité pour les plus petits, notamment les moins de 6 mois. Donc c'est juste un petit rappel. Alors, comment ça marche l'adré? Vous l'avez imaginé, c'est un effet vasoconstricteur alpha 1. Ça, pour le coup, c'est pas trop controversé. On a bien idée. Et cet effet vasoconstricteur va permettre de diminuer la résorption systémique, le pic plasmatique et donc aussi le risque de toxicité systémique. Il y aurait peut-être un effet alpha 2, bien que l'adrénaline ne soit pas forcément très sélectif alpha 2, mais a un effet alpha 2 qui est certain. Donc, peut-être que ça passe aussi par là. Et puis, on utilise aussi l'adrénaline dans la Wallante. Alors, la Wallante, c'est quelque chose qui est très peu développé en pédiatrie. En tout cas, j'ai vu très peu de data. À vrai dire, j'ai trouvé, je crois, 2 études qui étaient sur des enfants qui étaient plutôt des jeunes adultes que des enfants. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la Wallante, ça constitue, en fait, c'est à faire un garrot chimique grâce à l'adrénaline qui est ajouté avec de la lidocaïne et donc qui permet de faire de la chirurgie sans garrot mais avec une analgésie qui est parfaite. Et bien évidemment, vous l'imaginez tous, le risque qu'on craint, c'est d'utiliser ça sur des vascularisations terminales. Or, la Wallante est très développée pour la chirurgie du membre supérieur chez l'adulte. En fait, les données de sécurité sont extrêmement bonnes chez l'adulte, il n'y a pas de souci. Et puis, il existe également un antidote, ça on le sait peu, mais on peut, si jamais on a un souci d'ischémie qui ne serait pas réversible, même si les cas sont rarissimes, utiliser l'antidote, la phentolamine qu'on injecte dans le site concerné par l'ischémie. Parlons des opiacés. Alors, les opiacés, je suis obligée de les couper en deux, ALR central, ALR périphérique, parce que vous savez que ça ne va pas marcher tout à fait pareil. Et l'efficacité des opiacés concernant l'ALR central va extrêmement dépendre de la solubilité de l'agent. En gros, un agent hydrophile comme la morphine va avoir un effet plutôt lent, mais prolongé. Et c'est pour ça que le plus souvent, on le fait en injection unique, ou au moment où on fait l'arachy-anesthésie, ou au moment où on met en route la péridurale. Tandis que les morphiniques lipophiles, Sufenta, Fenta, vont eux avoir un effet plus rapide, mais plus court, et donc sont probablement plus à utiliser en administration continue. Le mécanisme d'action, là aussi, c'est assez intéressant puisqu'il est assez peu controversé. L'action, c'est un agonisme mu qui va avoir un effet local à la fois sur la corne dorsale, en supraspinale et puis en systémique. Il y a beaucoup de données en pédiatrie sur l'efficacité de la morphine, notamment sur les voies épidurales. Épidurale, donc tout ce qui est péridural, tout ce qui va être caudal. Pas d'effet de bloc moteur, c'est quand même extrêmement intéressant, vous le savez. Par contre, on le sait également, on a les effets secondaires qui sont associés aux morphiniques, et donc notamment sédation, NVPO, prurite. Et vous le savez, quand on fait une administration de morphine, notamment en intratécale, attention à la dose qu'on fait, puisque on peut avoir un risque de dépression respiratoire jusqu'à 24 heures post-opératoire. Donc je vous invite quand même à surveiller particulièrement ces patients-là à qui vous faites des rachimorphines. Qu'en est-il en périphérique? C'est simple, il n'y a que la buprénorphine qui a montré un intérêt. C'est-à-dire que mettre de la morphine, du Sufenta ou du Fenta en ALR périphérique, ça ne fait aucun effet adjuvant sur, en tout cas, prolonger l'analgésie loco-régionale. Vous risquez d'avoir les effets secondaires, les effets systémiques, peut-être antalgiques, mais vous n'allez pas prolonger votre bloc.
Ici aussi, le blocage, il passe par les canaux sodiques voltage dépendants, par un agonisme mu partiel antagoniste kappa. Et il y a aussi une action supplémentaire d'inhibition du potentiel d'action sur les fibres non myélinisées C. Ça tombe bien, c'est celles qui nous intéressent, parce que c'est celles, vous le savez, qui vont conduire une grande partie de la douleur. Problème, ou pas, très très peu de données pédiatriques, voire pas. Je vous montrerai une étude à la fin qui est assez rigolote. En tout cas, chez l'adulte, ça marche. On a plus 8 heures d'analgésie, ce qui est quand même considérable, sans effet sur le bloc moteur, ce qui est quand même très appréciable. Par contre, on a des effets secondaires qui sont peu acceptables. Vous voyez ici, en termes de NVPO et de prurite, c'est une cata. Bon, ceux-là, je vous en parle parce que je suis un peu obligée, on les connaît bien. C'est la clonidine et la dexméthédomidine, donc les alpha-2 agonistes. Donc là aussi, c'est assez intéressant de se voir que, a priori, le mécanisme d'action, on le connaît bien, mais il y a quelques petites subtilités, puisque on voit qu'il n'y a pas uniquement un effet alpha-2 présynaptique, comme on pourrait s'en douter, mais il y a probablement aussi un effet alpha-2 postsynaptique. Et puis que, notamment, si on parle de la clonidine, qui, vous le savez, a une sélectivité alpha-2 bien moindre que la dex, donc va avoir une action sur les alpha-1 assez importante tout de même, peut-être également un effet vasoconstricteur. Ça reste encore, à mon sens, à démontrer. Le gros point fort de la clonidine et la dexméthédomidine, avant même de savoir si c'est efficace, on en parlera juste après, c'est que ce sont les seules molécules pour lesquelles la toxicité, ou plutôt la non-toxicité, a été clairement démontrée, ce qui n'est pas tout à fait le cas des adjuvants qu'on va voir en suivant. Dexaméthasone. Alors, je suis obligée d'en parler, bien évidemment. Alors là, c'est un petit peu à qui veut bien trouver des solutions. On imagine bien que ça agit par des récepteurs glucocorticoïdes. Ok, why not? Certains nous parlent d'une atténuation de la libération des médiateurs inflammatoires locaux et systémiques. Ça fait du sens. Mais peut-être aussi d'une diminution de l'excitabilité des fibres C par une augmentation des canaux potassiques inhibiteurs. On commence à rentrer un petit peu dans le flou. Et puis peut-être que ça pourrait réduire la décharge neuronale ectopique. Voilà. Donc là, il y a un petit peu plein de suppositions qui sont faites. Sur l'effet anti-inflammatoire, ça paraît assez indéniable. Sur le reste, en vrai, on ne sait pas vraiment comment ça marche, pourquoi ça prolonge nos blocs, parce qu'on le sait que c'est efficace et que ça prolonge effectivement nos blocs. La toxicité, c'est pareil. On a 0 données pédiatriques, même peu de données fondamentales, donc dans le tube à essai, pour savoir si la dexaméthasone en périneural, je ne parle même pas du neuroaxial, pourrait avoir un effet délétère. Donc déjà, ça reste un petit peu troublant. Néostigmine, je vous en parle, ça a été très utilisé à une époque, notamment par voie épidurale. Ça passe par l'inhibition des cholestérase au niveau central et périphérique. C'est ici essentiellement des effets muscaréniques dont on parle, et pas trop nicotiniques, ceux qui sont à côté. Il n'y a pas d'efficacité en périphérie, c'est pour ça qu'on n'a pas de données. Par contre, il y a des effets secondaires pareils qui sont extrêmement importants, notamment par l'activation du système nerveux parasympathique. Et encore une fois, aucune data de sécurité du point de vue de la toxicité. Allez, plus que 2, après j'arrête le catalogue. La kétamine, ça a été très utilisé, c'est même partie des recommandations d'experts dans certaines revues pédiatriques, on en parlera après. Donc là, vous le savez, la kétamine, c'est un antagoniste des récepteurs NMDA qui va donc avoir une action au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière. Et puis, il y aurait aussi des mécanismes sur un blocage direct des canaux sodiques, donc un petit peu comme les agents anesthésiques locaux, mais ça nécessiterait des contractions beaucoup plus importantes, et puis aussi peut-être par des effets cholinergiques et opiacés. Tout de suite, en France, je ne crois pas qu'on ait de la kétamine sans conservateur, donc le débat va être vite clos, mais sachez qu'il est utilisé dans d'autres pays car ils ont des molécules qui sont sans conservateur. Encore une fois, kétamine, toxicité, 0 data, personne n'a été regardé ce que ça faisait quand on mettait ça à proximité des nerfs. Encore une fois, moi je trouve ça extrêmement dérangeant. Et enfin, le magnésium, un autre antagoniste NMDA. Vous savez que le récepteur NMDA, s'il y a un ion magnésium qui est à l'intérieur, ne pourra pas s'activer. Il faut d'abord que l'ion magnésium, de par une dépolarisation membranaire, soit éjecté. Et ensuite, on va pouvoir activer notre NMDA. Donc, tant que le magnésium ne bouge pas d'activation, eh bien, effectivement, cette hyperpolarisation de la membrane va augmenter le seuil d'excitabilité des fibres myélinisées plus que des fibres non myélinisées. Mais bon. Co-administré avec les agents anesthésiques locaux, donc en périneural, il pourrait prolonger la durée du bloc moteur et sensitif de 2 heures. Très bien. Encore une fois, aucune donnée sur la neurotoxicité en périneural. Pareil, quid. Alors, on a dit, OK, on aimerait bien avoir des adjuvants.
avec des cahiers des charges. Clairement, là, le problème, c'est que maintenant, il nous faut répondre à la question, est-ce que c'est efficace? Et puis, est-ce que c'est sécure? Pour la sécurité, on l'a vu, il y a très très peu de molécules qui ont prouvé leur sécurité. Alors maintenant, est-ce que c'est efficace? Eh bien, je vais être pareil, obligé de dichotomiser la clonidine lorsqu'on l'administre en rachianesthésie depuis maintenant 2004 avec l'étude de Alain Rochette qui nous venait de Montpellier. Eh bien, clairement, on pouvait multiplier par 2 la durée d'une rachianesthésie en ajoutant de la clonidine. Aucun intérêt à augmenter les doses. Au contraire, vous allez augmenter les effets secondaires, notamment si vous faites des rachis chez les tout-petits, avec plus d'apnée et des apnées plus sévères. Donc, 1 gamma-kilo en rachis, et effectivement, vous doublez votre temps, et c'est pas anodin quand on sait qu'une rachianesthésie, c'est un nouveau-né, sans adjuvant, on a de la peine à avoir les 60 minutes, donc parfois c'est un peu juste. La morphine en rachis. Ici, c'est une belle méta-analyse. On a quand même un nombre de patients qui étaient assez conséquents. Alors, c'était essentiellement de la scoliose. Vous savez qu'on fait beaucoup de rachis-morphine sur les chirurgies scoliotiques. Bien sûr, à visée analgésique. Il y avait quelques études qui avaient également prouvé que ça permettait de diminuer le saignement péropératoire. Et bien, effectivement, la morphine en ALR, en adjuvant pour l'administration intratécale, ça diminue les scores de douleur, ça diminue la consommation d'opiacés systémiques. Et dans cette méta-analyse-là, on ne retrouvait pas d'effets secondaires significatifs comparativement au groupe dans lequel la morphine n'avait pas été ajoutée. En péridurale ou en épidurale ou caudale, ici c'est de la clonidine. Et ici, ce qui était intéressant, c'est que la clonidine a été comparée aux autres adjuvants, en l'occurrence les opiacés, la kétamine et même le midazolam. Globalement, toutes ces molécules-là étaient capables effectivement d'augmenter la durée de l'ALR caudale en l'occurrence. Par contre, c'était avec la clonidine qu'on avait le profil sécuritaire le plus important et le moins de complications. La dexméthadomédine maintenant, 2 études qui ont étudié ça, et c'est quand même, ça peut paraître anodin comme ça, mais d'avoir des méta-analyses avec plus de 1000 enfants, c'est quand même des belles datas, donc on est quand même content de les avoir à notre disposition. Ces 2 méta-analyses-là nous montrent que clairement, la DEX, quand on l'administre en épidurale, ça permet de très significativement augmenter la durée de l'analgésie. Ça permet de diminuer les consommations en analgésique et en hypnotique. Ça permet de diminuer la survenue d'émergence délirium, que c'est NS sur l'hémodynamique, et ça c'est extrêmement différent de la population adulte sur laquelle l'utilisation de la dexméthadomédine, y compris en ALR, est très souvent associée à des effets adverses hémodynamiques, pas chez l'enfant. Par contre, effectivement, c'est au prix d'une sédation un petit peu majorée et peut-être d'un allongement de la durée de réveil. Alors, j'aime beaucoup celle-là de méta-analyse parce que c'est une méta-analyse qu'on appelle bayésienne ou en réseau. Donc, en gros, l'idée, c'est d'arriver à trouver une façon de comparer des trucs qui n'ont pas été comparés. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, vous imaginez bien que c'est extrêmement difficile de faire. Alors, je vais comparer la clonidine versus la morphine versus l'unitomel versus... Et en fait, là, on prend toutes les études, on les poule et on arrive à construire des tableaux qui sont rendus comme ça, en fait, et on classe en fonction des rangs les différentes molécules. Eh bien, lorsqu'on parle de durée d'analgésie pour des adjuvants en caudale, eh bien, vous voyez que la néoxymine apparaissant en premier, on l'élimine tout de suite, on a vu... On n'a pas de données sécuritaires, en plus associées à des effets secondaires. Par contre, on a la dexméthadomédine et la dexaméthasone qui arrivent en dessous, et surtout la dexméthadomédine, vous voyez, qui est très proche et qui a donc une très large efficacité lorsqu'elle est administrée en épidurale. Concernant l'analgésie de secours, pareil, Dexdor et dexaméthasone étaient significatifs. Pareil pour la consommation antalgique, on retrouvait assez proche dans le tableau les médicaments alpha-2. Donc clairement, ces médicaments-là semblent efficaces sur la douleur post-opératoire, non seulement pour prolonger la durée du bloc, mais également pour diminuer la consommation d'antalgiques par ailleurs. Au niveau des effets adverses, eh bien, comme attendu, ceux qu'on connaît avec des effets adverses, néo, morphine, fentanyl, tout ça s'était associé, alors qu'on n'avait pas d'effets adverses qui étaient retrouvés avec les alpha-2. Alors, on a vu que c'était efficace, du coup, les adjuvants, pas forcément tous, mais en tout cas maintenant, quelles sont les recommandations de nos sociétés savantes, de diverses sociétés savantes? C'est assez dichotomique. En intratécal, en gros, les seuls qui ont montré leur sécurité et qui en plus sont efficaces, on a beaucoup de chance, ce sont les alpha-2 et la morphine sans conservateur.
En épidural, c'est la même chose. J'ai retiré ici la kétamine volontairement parce que clairement, les données sécuritaires sont inexistantes et ça me paraît complètement déraisonnable de faire ce médicament alors qu'on en a d'autres qui marchent très bien et qui sont sécuritaires. Un mot de... Oula, je suis déjà là, moi. Alors, je me dépêche. Un mot d'ALR périphérique, on va aller très vite. Cette revue, elle est superbe. Si vous avez l'occasion d'aller la lire, elle est assez récente, hein, elle est parue il y a 2-3 ans. Elle est vraiment très, très jolie. Alors, est-ce que les adjuvants marchent en ALR périphérique? Ici, on a une méta-analyse avec des alpha-2. Vous voyez, c'est assez simple. On multiplie par 2 la durée de notre bloc. C'est quand même pas négligeable. Lorsqu'on s'intéresse spécifiquement à la dexméthadonidine, exactement la même chose. On est capable de prolonger le bloc de façon extrêmement significative, avec en plus des scores de douleur qui sont plus bas chez ces patients, chez qui on a ajouté de la dexméthadonidine en périphérique. Chez l'enfant, encore une fois, ici on ne retrouvait pas de sédation, pas d'NBPO, enfin pas de majoration d'NBPO et pas de conséquences hémodynamiques. Donc est-ce que l'administration de DEX en périphérie entraîne moins de sédation que lorsqu'on l'administre en heure axiale, puisqu'on avait vu que c'était associé à la sédation? Quid, j'ai pas franchement la réponse. Ici, pareil, une très belle méta-analyse sur la DEX. Vous voyez que finalement, si on utilise la DEX, il faut l'utiliser à bonne dose. Les seules études qui sont négatives sur l'efficacité de l'adjonction de dexméthadonidine en ALR périphérique sont les études qui ont utilisé des doses faibles en dessous de 0,3 gamma kilo. Donc si on utilise les adjuvants, il faut également, pour avoir leur efficacité, les utiliser aux bonnes doses. Un petit mot de la dexaméthasone. Je n'ai pas d'études pédiatriques, j'en ai qu'une, c'est celle-ci. Alors pédiatrique, c'est relatif, 15 ans, plus ou moins 2. Je vous laisse avoir votre avis. Elle est super marrante cette étude parce que quand même, ils se sont amusés à mettre de la dexa ou en périneural ou en intramusculaire parce qu'en fait, leur idée, c'était comment ça marche la dexa? Est-ce que c'est systémique? Est-ce que c'est périneural? Alors, ils ont fait ça. Un groupe avec la dexa périneurale, un groupe avec la dexa intramusculaire et puis un groupe placebo avec une injection de sérum fuit en périneural et en intramusculaire. Bon, la réponse est assez rapide. Voilà. Rien. Ça ne marchait pas. Bon. Alors, que nous disent les sociétés savantes concernant les adjuvants en ALR périphérie? C'est assez simple. Voilà. Lorsque vous voulez mettre un agent en périneural, en périphérique, vous pouvez utiliser quelque chose qui est efficace et qui est sécuritaire, qui sont les alpha-2. Le reste, on ne sait pas si c'est sécuritaire et est-ce que c'est efficace en pédiatrie? Moi, je n'ai pas de données. Alors, quelle voie d'administration? Forcément, c'est la question sur laquelle on arrive, hein, puisqu'on a vu que la DEXA, elle n'est pas efficace, elle n'est pas sécuritaire. Vous connaissez mieux que moi probablement le débat chez l'adulte de par quelle voie on doit administrer la DEXA pour qu'elle soit efficace. Eh bien, en caudal, on a cette étude-là, ou cette méta-analyse-là, qui a comparé la DEXA en caudal et en intraveineux. Eh bien, si on utilise 0,5 mg/kg de DEXA en IV, eh bien, on est tout aussi efficace que la voie caudale, avec vous voyez, hein, quand même une diminution très large du recours antalgique, y compris des NBPO, ça tombe bien, c'est pour ça qu'on l'utilise. Chez l'adulte, 8 mg de DEXA IV, c'est aussi efficace que 4 mg périneural. Donc, c'est de l'adulte. Chez l'adulte, la dexméthadonidine, vous voyez également que lorsqu'elle est administrée, elle permet d'augmenter la durée du bloc. Alors, quelle voie? En fait, il n'y avait que 2 études qui comparaient périneural versus dex systémique et ils ne retrouvaient absolument aucune différence d'efficacité sur la prolongation de la durée du bloc analgésique. Je vous ai dit qu'on n'avait pas d'études sur la buprenorphine, j'ai plus que 2 diapos. J'en ai trouvé une quand même, c'est assez intéressant parce que c'est presque la seule étude épidémiologique sur l'utilisation des adjuvants en ALR pédiatrique que j'ai retrouvée. Donc c'est une étude qui est quand même récente, hein, puisque vous voyez, c'est 2022. Bon, le journal dans lequel elle est publiée, je vous laisse savoir votre avis sur la question. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que sur 845 blocs réalisés dans cet hôpital privé américain, eh bien, dans 50%, l'adjuvant qui avait été choisi, c'était la buprenorphine. Ne me demandez pas pourquoi, ils n'ont pas d'autre explication que c'est le médicament qui était le plus simple à prendre dans le chariot, les autres étant a priori peu ou pas disponibles. Mais surtout, il y a des pratiques qui sont quand même un petit peu curieuses et sur lesquelles je pense qu'il faut être extrêmement méfiant. C'est genre tout ça en périneural.
Donc, attention quand même à ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas de données de sécurité. La seule étude qui a essayé de s'intéresser justement à ça et avoir des données de sécurité, c'est celle-ci, qui maintenant date un petit peu, c'était 2013 si je me rappelle bien, et c'était sur le nord axial. Ils ont cherché à définir le ratio thérapeutique chez le nouveau-né pour l'anesthésie neuraxiale. En gros, le ratio thérapeutique, c'est quel est le rapport entre ma dose analgésique et ma dose toxique. C'est pas compliqué. Pour la morphine et la clonidine, on a une dose toxique qui est monstrueusement plus importante que celle qui nous suffit à faire de l'analgésie. En d'autres termes, c'est extrêmement sécuritaire de faire de la morphine et de la clonidine. On n'a pas de toxicité. A contrario, dans cette même étude, ils ont fait le même travail pour la kétamine. Ça, c'est le ratio thérapeutique. Je vous laisse imaginer. Ça veut donc dire qu'une dose de kétamine infra-analgésique est toxique. Bien sûr, on n'a pas de données pour tous les autres adjuvants. Ça serait trop rigolo sinon. Alors attention à ce qu'on fait. Enfin, dexaméthasone et ropivacaïne. Tout ce qui alcalinise la ropivacaïne fait cristalliser la ropivacaïne. Voilà, donc je vous le dis comme ça. Alors ça, c'est un tube à essai. Je ne sais pas ce qui se passe, moi, s'il y a des cristaux autour du nerf. J'imagine que ce n'est pas très bon, mais peut-être que finalement, on s'en fout. Je ne sais pas. Quelques nouveautés, ce serait de pouvoir prolonger la durée des agents anesthésiques de base avec des systèmes à libération prolongée. C'est ce que se proposent de faire nos industriels actuellement. Alors, ils ont plein d'idées, enfermer les anesthésiques locaux dans des liposomes pour que ça soit libéré sur 48 heures, etc. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui est encore sur le marché. Il y a peut-être 1 ou 2 molécules qui n'ont pas d'AMM ni en pédiatrie ni en ALR périneural, qui ont des AMM pour des ALR compartimentales, mais pas plus. En gros, oui, il faut faire de l'anesthésie multimodale. Bien évidemment qu'il faut faire de l'ALR. Il faudrait pouvoir prolonger la durée du bloc, mais en même temps sécuritaire. Donc oui, on utilise des adjuvants en centrale des alpha-2 et des opiacés, en périph des alpha-2. Et si on met de la DEXA, on la met dans les veines. Comme ça, on prévient les NVPO. Et en plus, on a l'effet anti-inflammatoire et analgésique. Je vous remercie.